Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Bienvenue dans les débats de l'été. Fermez les volets, restez bien au frais. On est ensemble jusqu'à 13h30. 33, dites 33. Fabien Galtier a révélé hier le groupe du 15 de France pour la Coupe du Monde de rugby. Pas de grosses surprises, mais beaucoup de questions sur les chances tricolores dans la compétition. Ils ne sont plus les favoris des bookmakers. Il leur faudra faire leurs preuves. Premier match des qualifications contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre. Et analyse de nos consultants en rugby dans quelques secondes. Faut-il encadrer davantage les locations meublées touristiques à un an des Jeux Olympiques et justement à quelques jours de la Coupe du Monde de rugby? Les propriétaires se voient déjà faire fortune. Les professionnels de l'hôtellerie sont inquiets de cette concurrence et les habitants râlent de ne plus réussir à se loger. Airbnb, Booking, Abritel sont dans le collimateur de plusieurs députés. On en débat à midi et demi. Et vous, quel est votre avis? 0826 300 300. Ces boîtes vertes font partie du paysage parisien depuis 4 siècles et pourtant, au nom de la sécurité pour l'ouverture des Jeux Olympiques, la préfecture de police de Paris veut déloger les bouquinistes à Paris. Vous pouvez réagir sur cette actualité aussi au 0826 300 300. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Dans 17 jours, ce sera le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby avec un France-Nouvelle-Zélande disputé au Stade de France. Et depuis hier, on connaît officiellement la liste des 33 joueurs choisis par Fabien Galtier pour la compétition. On va faire le point sur l'état du 15 tricolore avec Andrew Mertens et Julien Thomas, nos consultants rugby. Andrew Mertens, finaliste de la Coupe du Monde 95 avec les All Blacks. Bonjour. Bonjour, ravi de vous échanger. Et Julien Thomas, champion de France 2015 avec le Stade français. Bonjour Julien. Bonjour à tous, bonjour Andrew, bonjour l'équipe. Et d'abord, Jules Boscherini, la liste donc dévoilée hier par Fabien Galtier. Absolument Thierry, ça y est, l'attente est enfin terminée et la liste des 33 joueurs sélectionnés par Fabien Galtier et son staff est officiellement connue. Pas de réelle surprise parmi les heureux élus qui ont été annoncés par des Français et Françaises de divers horizons dans un clip original dans le Trésor de TF1. Dans cette liste, on retrouve bien évidemment les leaders du 15 de France, Antoine Dupont, Grégory Aldrit, Gaël Ficou, Damien Penaud ou encore Anthony Gelon et Cyril Baille, pourtant blessés mais qui pourraient retrouver le terrain en cours de compétition. Et quelques petits nouveaux ? Plutôt des révélations, Louis Biel-Biarret et Paul Boudéan qui comptent respectivement 3 et 2 sélections se sont greffés au groupe pour éjecter les plus expérimentés Ethan Dumortier ou Dylan Crétin. Nous sommes dans la continuité de nos travaux des compétitions. On est cohérent, notre staff est satisfait de nos 33 joueurs. Cela fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet. On a eu le temps d'apprendre à connaître nos joueurs sur le plan rugby, physique et psychologique, a insisté Fabien Galtier. Et puis il y a quelques déçus. Des déçus sans doute, on pense notamment à Brice Dulin, arrière de La Rochelle, et à Baptiste Serin, demi-mêlée du RCT. Pour le Rochelais de 33 ans et 37 sélections, c'est un duel perdu face à la jeunesse et un Melvin Jaminet, 24 ans, 14 sélections, en grande forme samedi dernier face aux Fidji. Le sélectionneur des Bleus a justifié son choix en expliquant que le Toulousain possédait un profil complémentaire avec Thomas Ramos, avec un jeu au pied et une qualité de buteur. Le jeu au pied est le plus long du circuit international et peut-être le plus précis. Mais pour les non retenus, l'aventure n'est pas pour autant terminée puisqu'ils font partie des 12 réservistes susceptibles de venir pallier une éventuelle blessure durant la compétition. Une situation rencontrée à 4 reprises lors de la Coupe du Monde 2019 au Japon. Messieurs, vos réactions à cette liste dévoilée hier par Fabien Galtier. Julien Thomas, peut-être pour commencer ? Oui, c'est une liste annoncée plutôt logique dans le fait que c'est la continuité, comme disait Fabien, sur ces 4 dernières années. C'est logique, même s'il y a ces 2 blessés, Cyril Baille dont on parlait et Gelonge, qui sont quand même pris dans la sélection. Logique de faire aussi cette alchimie, c'est ce que aime le sélectionneur, mettre de la jeunesse et peut-être des révélations de dernière minute avec l'expérience sur toute la longueur qu'il a pu avoir depuis son mandat, et une équipe qui va commencer à bien monter en puissance physiquement aussi. Andrew Mertens. Oui, comme Julien a dit, c'est logique, c'est le mot qui est le bon mot pour cette équipe. C'est dur, c'est dur avec le profondeur qui existe actuellement dans le rugby français, de voir qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, mais le profondeur qui dit que 32, 33 joueurs, il va falloir d'autres joueurs, il y aura des blessures sans doute, mais c'est vraiment une équipe forte qui mérite le favoritisme pour cette Coupe du Monde. Même pas peut-être pour le premier match, je sais pas. En tant que Néo-Zélandais, je dois dire que ça va être chaud, mais les secteurs les plus impressionnants pour moi, c'est la troisième ligne, et même avec la perte de
de Romain Ntamak, la qualité des deux joueurs qui sont là, qui vont apporter pour moi une autre chose, quelque chose d'autre que ce qui apporte Ntamak avec le talent individuel. Mais nous, là maintenant, avec l'équipe française, on a peut-être deux joueurs avec des talents différents qui vont peut-être ajouter quelque chose. Donc c'est pas une catastrophe, c'est catastrophe pour Ntamak et pour le monde du rugby, la communauté de ne pas voir ce joueur dans la coupe. Mais il y aura d'autres. Et après pour voir, les joueurs avoir leur occasion comme Astoy, donc ça va être intéressant. Pour Fabien Galtier, l'idée c'était d'avoir un groupe équilibré qui permette de bien passer le mois des qualifications. On écoute Fabien Galtier. Un équilibre qui nous permette de traverser le mois de septembre. De 42 joueurs, aujourd'hui on l'a diminué à 33, mais Baptiste Serin et Brésulin sont dans les joueurs qui sont en attente. On a essayé de construire ce groupe avec un équilibre qui nous permette de traverser le mois de septembre. Le mois de septembre, il y a 4 matchs, la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, la Namibie et l'Italie, début octobre. Et ce groupe doit être en capacité de nous permettre de traverser de manière cohérente et équilibrée en termes d'énergie le mois de septembre. Julien Thomas, le sélectionneur le disait, on est passé de 42 à 33. En tant que joueur, on est forcément déçu de ne pas être dans le groupe retenu pour la compétition. Comment est-ce qu'on gère cette situation, d'autant plus qu'il faut quand même se tenir prêt à être appelé en cas de blessure dans le squad des 33 ? Oui, tout à fait. C'est quand même d'y être déjà quand tu es joueur, c'est quand même une récompense, une performance. Mais quand tu sors de la liste, c'est sûr que c'est un petit peu, ça fait mal à la tête. Mais je pense que Fabien Galtier, pour ça, dans la communication de son groupe, il est assez performant. C'est-à-dire qu'il prévient bien en avance. Il a déjà préétabli quand même dans la longueur de ses matchs, même avant la préparation, le tournoi destination, une hiérarchie quand même préétabli. On avait entendu déjà des joueurs cadres premium, donc eux, on savait que c'était les patrons. Et puis derrière, il y avait des cartes à distribuer, puis ça a été le cas. Donc les joueurs le savaient plus ou moins, mais c'est toujours difficile quand tu y es pas. Bien sûr, tu t'entraînes fort tous les jours, dur. Ils ont fait la préparation à Monaco qui a été très très intense, et même des matchs de préparation. Et puis tu sors du groupe juste avant. Par contre, comme avait dit justement Fabien Galtier, peut-être tu n'es pas sélectionné là, mais c'est peut-être toi qui vas jouer à la finale de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il faut se tenir prêt. Est-ce qu'on pourrait voir certains recalés du groupe sur le terrain du dernier match amical contre l'Australie dimanche ? Non. À moins, sauf blessure, bien sûr, ce que je ne souhaite pas aux joueurs qui sont pris dans les 33, mais non, ça va rester ce pool-là. Après, maintenant, c'est surtout la composition qui aura face à l'Australie et pour le premier match de la Nouvelle-Zélande. Je pense que ce sera quasi similaire, peut-être avec deux, trois changements, mais il faut mettre peut-être une équipe plutôt type pour qu'elle reprenne cette confiance, cette connexion avant d'attaquer le mondial. Andrew Mertens, Fabien Galtier souligne bien sûr les talents individuels, mais il souligne surtout l'importance du collectif. Oui, absolument. Et bon, je parlais avant un petit peu de la troisième ligne, et ça c'est important, l'équilibre dont on a parlé. Avant, juste avoir les combinaisons, et je vois que dans la troisième ligne, dans le groupe, il y a beaucoup de tout ce qu'il faut. Il y a de l'athlétisme et tout ça, il y a de la force pure, mais il faut trouver les bons, les rôles. Il faut que chacun connaisse son rôle différent et qui complémente ses coéquipiers et tout ça. Donc, soit la troisième ligne, soit aussi au centre du terrain. Donc, ça va être intéressant, les combinaisons qui va sélectionner Galtier entre Ficou et Gantier, tout ça. Donc intéressant pour les centres, mais bon, pour moi la tour vraiment c'est la troisième ligne avec Olivon, tout ça. Mais je pense que ce match dimanche va être très important parce que Australie a tout à gagner et personne n'attend quelque chose d'extraordinaire des Australiens, mais ils vont être dangereux dans la coupe. Et s'ils évitent les blessures et tout ça, ils ont une équipe, ils ont une vingtaine de joueurs, même s'il manque
quelques joueurs que j'aurais pris, comme Harry Wilson, mais leurs meilleurs joueurs sont très bons, sont de très bonne qualité. Ils ont rien à perdre, ils ont pas eu des très bons résultats récemment, donc ils ont tout à gagner effectivement. Et pour la France, ça va être important d'avoir la confiance après dimanche pour attaquer le match d'ouverture. Julien Thomas, Galtier a expliqué sa liste en déclarant également que c'était pas au dernier moment qu'on change d'organisation. Il y avait un souci d'expérience collective avec une équipe de 20 ans de moyenne d'âge et 8 sélections lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe de France. Ceux qui débuteront contre la Nouvelle-Zélande auront emmagasiné 3 ans et demi d'expérience en plus. Est-ce qu'on peut dire du coup que cette équipe de France est arrivée à maturité ? Elle est arrivé à maturité, oui, il a construit pour qu'elle le devienne jusqu'à cette Coupe du Monde. D'où le peu de changements et la continuité quand même par rapport à certains sélectionneurs auparavant qui avaient beaucoup de réservoirs français et qui s'en servaient et qui s'échangeaient souvent de 15 de titulaires. Maintenant, Fabien, lui, pour arriver à la Coupe du Monde, il a voulu avoir une continuité, un groupe élargi, bien sûr, de 45, voire même, à tester. Et puis, par contre, c'était quand même les mêmes joueurs qui revenaient et qui étaient sur le devant de la scène. Donc, il a construit. Maintenant, elle a 26 ans de moyen âge, avec de l'expérience, avec un grand chelem gagné, avec 14 victoires d'affilée. Donc, toute cette expérience, toute cette confiance et positive surtout, et toute, on va dire, ce lien trouvé dans le système de jeu du projet français, ça c'est sûr, c'est indéniable que ça va être une performance et ça va servir pour le mondial. L'équipe est donc arrivée à maturité, mais on se rappelle en 2007 que la France avait rencontré beaucoup de pression avant sa Coupe du Monde et s'était inclinée face à l'Argentine en ouverture du mondial. Comment est-ce que vous la sentez aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a de la pression ? Comment elle se sent, l'équipe ? Ouais, c'est une équipe de France, je pense, qui monte en puissance. Justement, elle a tout programmé. Il n'y a rien qui n'est laissé au hasard par le sélectionneur. Ça, pour connaître un petit peu, ayant eu 3 ans à Montpellier, c'est les détails jusqu'au bout des ongles. Donc, tout est travaillé, tout est minutieux, tout est préparé. De la vidéo en passant par la préparation physique pour être performant tel jour, à telle heure. Et c'est vrai que c'est une équipe de France qui va attaquer ce mondial. Ben forcément avec la plus grande nation du monde, face à la plus grande nation du monde qui est la Nouvelle-Zélande. En France, cette petite pression l'achappe un petit peu peut-être de pression d'accueillir la Coupe du Monde et d'avoir un petit peu ce rôle de statut favori. Qui, à mon avis, des Bombakers, comme vous dites, ce ne l'est plus à cause de Romain Tamac, mais c'est quand même pour moi l'équipe de France qui est les favoris parce qu'elle le reçoit et cette Nouvelle-Zélande qui va être très très dur à battre, on le sait. Ça a été toujours des grands matchs. Maintenant, attaquer la Coupe du Monde par une victoire, c'est sûr que ça te lance vraiment dans le bain de la meilleure des façons. Ce n'est pas une fin en soi. Par contre, s'il y a une défaite, parce que derrière, la poule est longue, tout septembre, comme disait Fabien, il va falloir le gérer et essayer de ne pas tomber dans des blessés, et surtout parce que la fatigue va arriver sur les phases finales sinon. Andrew Mertens, Julien Thomas, Jules Boscarini, vous restez avec nous. On va continuer à parler de cette liste dévoilée hier par Fabien Galtier, juste après la pause. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Stanner. Et dans les débats de l'été, on revient sur la liste dévoilée hier par Fabien Galtier pour la Coupe du Monde de rugby. Nous sommes avec Andrew Mertens, finaliste de la Coupe du Monde 1995 avec les All Blacks, et avec Julien Thomas, champion de France 2015 avec le Stade français, et toujours avec Jules Boscarini, notre journaliste sportif Sud Radio. D'après les bookmakers, avec le forfait de Ntamak, la cote de la France a baissé. Ce seraient les Néo-Zélandais qui seraient maintenant en tête des paris. Andrew Mertens, les Néo-Zélandais en tête des paris, ça vous inspire quoi ? Ouais, ça me dit que ça veut rien dire. En fait, on a vu ça bien avant. Donc, plein d'échecs dans les Coupes du Monde du passé, quand on a vu que les All Blacks ils étaient des favoris. Donc, ça me dit rien du tout. Moi, je suis toujours avec, j'espère pour les Blacks, mais je vois toujours Irlande. Il me semble que personne ne parle trop d'Irlande actuellement. Bon, évidemment, il y a la France qui est à domicile et tout ça, la constance qu'ils ont trouvée récemment et tout ça. Et ils méritent bien d'être parmi les favoris, absolument. Mais je regarde pas beaucoup ça. C'est de la bruit, effectivement.
Mais non, pour la France, ce qui m'inquiète un peu pour l'équipe française, c'est peut-être la dépendance sur Antoine Dupont. Donc pendant le premier mois, en septembre, je pense que parce que normalement les difficultés pour les Français, c'est plutôt dans les matchs de poule que dans les phases finales. Bon, les phases finales, un match, c'est la journée qui compte et tout ça, et on sait bien que les Français peuvent répondre présent tout le temps. Mais dans les matchs de poule, je pense qu'on va voir pas mal d'expérimentation peut-être pour avoir pour que les joueurs dans le groupe se rivalisent pour avoir des places, surtout des joueurs comme Makalou ou Woki et tout ça pour vraiment entrer dans le meilleure équipe. Donc, et ça va être important pendant le mois de septembre pour ne pas baisser le niveau. Donc, il y a tout le monde qui est vraiment motivé pour être bien performant. Mais j'aimerais bien voir les autres 9 qui sont là de prendre un peu plus de responsabilité, parce que ça m'inquiète un peu, juste la dépendance sur Antoine Dupont. Il est un super joueur, on le sait bien, il est le joueur plus influentiel peut-être dans le monde, mais bon, des fois, il va jamais avoir une mauvaise prestation, mais quelquefois, soit il tape pas bien ou quoi, comme on a vu contre Irlande dans les 6 nations, ou soit il se blesse. Donc j'aimerais bien voir le profondeur dans le maillot numéro 9 qui s'améliore un peu pour l'équipe française. Jules. Julien Thomas, Andrew nous a parlé de l'absence de Ntamak. Est-ce qu'elle pourrait être préjudiciable à l'équipe, mais aussi à la complémentarité 9-10, qui est l'un des postes clés de l'équipe au rugby? Mais la complémentarité se travaille bien sûr avec l'enchaînement de matchs, l'enchaînement d'entraînement collectif, mais c'est quand même Dupont. Moi, je rejoins Andrew. Dupont, Ntamak, c'est la meilleure charnière de ce championnat. C'est même une des meilleures charnières au monde, si ce n'est la meilleure, avec Dupont qui est au-dessus au niveau mondial. Cette dépendance me fait peur. Après, l'alchimie du Jalibert Dupont, parce que je pense que ça sera Jalibert le numéro 1 à ce poste, le numéro 10, Mathieu Jalibert. Donc, ils se connaissent. Ils ont déjà joué pas mal de fois ensemble. Ils ont été quand même sous le maillot tricolore associé. Ça, c'est une autre histoire aussi à l'intérieur, parce qu'il se passe aussi les hommes. À côté de ça, il faut dans le vestiaire, connaissant un peu Dupont et Jalibert, c'est des mecs qui vont beaucoup parler, qui vont beaucoup se connecter, même en dehors du terrain, pour être les meilleurs et performants d'être connectés sur le terrain après. Alors le 15 de France dans la poule A affrontera ensuite l'Uruguay, ce sera le 14 septembre, la Namibie le 21 septembre, l'Italie le 6 octobre. Globalement, Andrew Mertens, cette poule est à la portée des Français? Oui, je pense que c'est un bon calendrier pour les Français de démarrer avec le match qu'on va voir contre les Néo-Zélandais. C'est un match super pour le monde de rugby, à mon avis, et surtout pour Alfred, qui est partenaire des 2 équipes. Oui, après ça, il y a un petit... Bon, c'est pas un repos, parce qu'il va tenir haut la qualité du jeu, la qualité du jeu. Donc, ça va être notre challenge pour l'équipe française de bien jouer contre Namibie et Uruguay, parce qu'il y a des expectations, évidemment. Et après, de finir les matchs de poule contre l'Italie, qui va être plus dur que les 2 matchs précédents. Et oui, c'est une bonne dynamique, je pense, avant d'entrer dans les phases finales. Donc, c'est un bon calendrier, pour le monde. C'est un match incroyable. Ouais, j'étais étonné de voir les tirs au sort qui a donné ce match d'ouverture, mais c'est un rêve. Donc, mais bon, il va être bien pour les 2 équipes, les Néo-Zélandais, les Français, de finir ce match et de pouvoir se concentrer sur le reste du tournoi. Une défaite contre les Blacks en ouverture n'est pas synonyme d'élimination. On est dans la poule A, on rencontre le premier ou le deuxième de la poule B. Qu'est-ce qu'il vaut mieux rencontrer en quart de finale, en supposant que la France se qualifie? L'Afrique du Sud ou l'Irlande? Pour moi, bon, ils sont surtout du dur. Je laisse Julien répondre pour ça, excuse-moi. Julien?
Ben, là, il y a pas de mieux. Honnêtement, c'est quand tu as l'Afrique Ou du le moins Sud, pire. voilà, ou le moins pire, parce que il y a l'Écosse quand même qui est au milieu. On sait très bien que des coupes du monde, il y a toujours des surprises. Et puis quand tu es en quart de finale d'une coupe du monde, Andrew pourra mieux en parler, mais dans une compétition comme la coupe du monde, déjà l'état d'esprit des équipes, des joueurs, sont décuplés, sont plus les mêmes que sur des matchs de préparation ou par exemple pour nous le tournoi destination. Et donc c'est une équipe en face qui a un autre caractère qu'on peut peut-être connaître, donc on peut être surpris de tout, même face à des nations plus moindres, on va dire, que la nôtre, que les grandes nations que pour représenter la Nouvelle-Zélande et la France. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que dans tous les cas, pour arriver au bout, il faudra battre tout le monde. Ça, c'est sûr, ça c'est le classique. Mais ce qui est intéressant par rapport à la poule dont on parlait, c'est d'attaquer la Nouvelle-Zélande. Donc, ça va nous mettre dans le bain pour la Coupe du Monde, ça va nous mettre de suite dans le diapason de cette Coupe du Monde, mais surtout on finit la phase de poule avec l'Italie. Sans faire injure à l'Uruguay et la Namibie, mais qui sont moindres au niveau physique et jeu. Peut-être ça aurait été un match un peu facile. Là, on finit quand même par l'Italie qui est à chaque fois un peu dur à battre parce que c'est une nation qui quand même dans le tournoi destination, pour que le match se décante, c'est compliqué. Ça va nous faire du bien avant d'attaquer peut-être un quart de finale si on y va, et je l'espère. Et en attendant le 8 septembre, le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, ce match face aux All Blacks, le rendez-vous, c'est dimanche contre l'Australie en match amical. Merci beaucoup à tous les deux, Andrew Mertens et Julien Thomas, d'avoir participé au débat de l'été. Merci Jules, également pour vos éclairages. Dans un instant, on parlera d'Airbnb. Le succès des plateformes de location a-t-il complètement asphyxié le marché de la location immobilière? À tout de suite. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Stanner. À un an des Jeux Olympiques et à quelques jours de la Coupe du Monde de rugby dont on parlait juste avant la pause, les prix s'envolent sur les plateformes de location de courte durée. À Paris, Toulouse, Saint-Étienne, Nantes, Marseille ou Bordeaux, les propriétaires se frottent les mains, les hôteliers se plaignent du manque à gagner et certains habitants se désolent de ne plus trouver d'appartement pour se loger eux-mêmes. Pour en parler, j'accueille Xavier Demeuzois, avocat spécialisé en droit de l'immobilier. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Plassard, député Horizon de Charente-Maritime. Bonjour. Bonjour. Xavier Demeuzois, vous êtes d'une certaine façon le premier adversaire de la ville de Paris puisque vous conseillez des propriétaires qui mettent leur logement en location meublée de courte durée et qui se voient réclamer des amendes quand ils sortent du cadre réglementaire. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et à Paris, les amendes infligées aux propriétaires pour infraction au règlement municipal ont rapporté 6,5 millions d'euros depuis 2021. Alors, rappelons peut-être pour commencer les limites et les règles qui s'imposent aujourd'hui aux particuliers qui mettent leur appartement ou leur maison en location meublée courte durée. Alors, les règles sont extrêmement simples. Si vous habitez dans une grande ville de type Paris, Lyon ou Marseille ou Bordeaux, une ville de plus de 200 000 habitants, s'il s'agit de votre résidence principale, vous êtes cantonné à mettre votre appartement en courte durée à hauteur maximum de 120 jours par an. S'il s'agit en revanche de votre résidence secondaire, là, vous n'avez pas le droit de la mettre en courte durée, sauf à avoir fait tout un système très complexe de compensation commerciale. Et si jamais vous, malgré tout, vous décidez de le mettre en location Airbnb, votre résidence secondaire, vous vous exposez à des poursuites des communes et notamment à des amendes qui peuvent atteindre les 50 000 euros. C'est le chiffre dont vous parliez il y a quelques instants de la somme qu'a pu récolter la ville de Paris à l'issue de ce contentieux qui recouvrait, je crois, plus de 600 personnes. Et pour ceux qui dépasseraient les 120 jours pour leur résidence principale, quelle est la sanction encourue ? Alors, la sanction encourue, si on dépasse la résidence principale, par exemple à Paris, si vous dépassez les 120 jours, vous vous exposez à des poursuites assez systématiques de la ville de Paris et vous risquez une amende qui peut atteindre 10 000 euros par année de dépassement, sachant que la ville de Paris peut remonter à 4 ou 5 ans facilement. Donc, il faut faire très attention. Il faut savoir qu'il y a des exceptions légales pour dépasser les 120 jours, notamment le motif professionnel, à prendre évidemment avec beaucoup de pincettes, puisque la reconnaissance par les tribunaux de ce motif professionnel est relativement restreint, même si mon cabinet a pu l'obtenir en justice et le faire reconnaître en justice. Pour que nos auditeurs comprennent bien, le motif professionnel, oui. C'est quoi exactement ? Oui. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai obtenu en justice, c'était une cliente qui habitait à Paris. Elle avait mis son appartement
appartement en courte durée. Elle était sur le point de dépasser les 120 jours et elle a décidé de déplafonner les 120 jours pour motif professionnel, puisque elle travaillait dans une clinique à Saint-Malo, une clinique de bien-être, une thalassothérapie, et la thalassothérapie l'hébergeait à La Rochelle. Et donc, on a pu démontrer au juge, alors qu'elle était poursuivie par la ville de Paris, on a pu démontrer au juge que, effectivement, ces dépassements de 120 jours, elle avait fait, je crois, 200 nuits. Le juge a reconnu qu'il s'agissait bien d'un motif professionnel pour déplafonner les 120 jours, et donc elle a été exemptée d'amende, et ça a été confirmé par la Cour d'appel de Paris. Mais c'est une décision à prendre avec beaucoup de mesures, puisque je ne voudrais pas que vos auditeurs se disent bah tiens, j'ai un motif professionnel, je déplafonne. Il faut toujours veiller en amont de tout déplafonnement à se faire assister par un conseil juridique, pour que votre conseil juridique puisse vous dire si ce motif professionnel est oui ou non recevable, puisqu'il y a eu de très nombreux cas où le juge a estimé que ce n'était pas recevable. Il y a quelques autres exceptions. Oui, tout à fait. Alors, il y en a une deuxième que j'ai pu obtenir également, qui était la raison médicale, qu'évidemment je ne souhaite à personne d'utiliser. En l'occurrence, c'était une dame qui avait veillé son mari qui était mourant, qui habitait un autre appartement, et du coup elle a déplafonné ses 120 jours et le tribunal a reconnu le motif médical. C'est extrêmement rare. Là encore, c'est pas un motif que je conseillerais aux gens d'utiliser. Et enfin, un troisième motif qui existe, qui à ce jour n'a jamais été reconnu par la justice, c'est le cas de force majeure. Il n'y a pas eu de définition juridique encore à ce stade de ce qu'est la force majeure. On pourrait envisager par exemple qu'une personne qui serait bloquée sur le conflit ukrainien ou qui serait victime d'un tsunami en Asie déciderait de laisser son appartement sur Airbnb en résidence principale. Là encore, c'est pas un cas qu'on souhaiterait aux gens d'utiliser. Et encore une fois, je crois qu'il faut rester prudent sur le maniement des exceptions. Christophe Plassard, avec vos collègues écologistes Julien Bayou et républicains Inaki Echaniz, vous aviez déposé au printemps une proposition de loi qui visait à mieux réglementer les locations de meublés touristiques de courte durée. Vous vouliez notamment qu'on passe de 120 jours, la règle dont on parlait à l'instant avec Xavier Demezois, qu'on passe de 120 à 90 jours maximum par an. C'est bien ça ? Alors oui, c'était pas tout à fait une proposition de loi. Il y a une proposition de loi qui a été déposée par des députés, et nous parallèlement, et je dirais concomitamment, mais sans qu'il y ait de lien entre les deux, on avait fait une tribune avec trois autres parlementaires, un sénateur LR, Max Brisson, et le député que vous citiez, il est au PS en fait, et également le quatrième était donc effectivement Julien Bayoul. L'idée n'était pas forcément que ces propositions, mais il y en avait 7. Et parmi celles-ci, il y avait la restriction au nombre de jours, sachant que nous, ce qui anime notre démarche, c'est de dire on représente, moi, la Charente-Maritime, 2 parlementaires, les Pyrénées-Atlantiques et Julien Bayou, Paris. On est sur des territoires où il y a des tensions sur le logement longue durée. Et donc, ce qui est le focus de notre action, c'est surtout d'aller regarder ce qui, dans les pratiques aujourd'hui, ou dans les excès, ou dans la réglementation actuelle, fait qu'un certain nombre de logements échappent à la location longue durée au profit de la location courte durée, et que ça nécessite un certain nombre de réglementations, à notre avis, à mettre à jour, parmi lesquelles il y avait effectivement le fait de réduire à 90 jours. Pourquoi 90 jours ? Parce qu'on estimait qu'une période estivale ou une période de vacances de 3 mois peut correspondre au moment où il y a un pic de besoin pour les touristes, que c'est également ce que pratique Londres, et il n'y a pas de raison que ce que fait Londres ne soit pas éventuellement transposable chez nous, et ça permettait quand même de conserver ce qui est l'objectif initial des locations par plateforme, des locations de courte durée, qui était d'éventuellement d'arrondir les fins de mois d'un propriétaire, de se faire un peu d'argent pour payer ses charges, etc. Et donc de ne pas casser cette dynamique-là qui est tout à fait respectable et sur laquelle on ne peut pas revenir. Donc effectivement, sur le facteur du temps, on pensait que les 90 jours pouvaient être mieux que les 120 jours pour essayer de redonner ou d'éviter d'aspirer le parc locatif à l'année qui part aujourd'hui. Alors il y a d'autres causes, hein. Il y a la cause fiscale, la niche fiscale qui concerne ces appartements, ces habitations. Il y a également les problématiques de diagnostic immobilier qui ne sont pas applicables, par exemple, à la location courte durée, ce qui fait qu'aujourd'hui, les logements qui vont sortir ou qui sortent de la location longue durée parce qu'ils ne remplissent plus les contraintes d'isolation se retrouvent ou peuvent se retrouver sur la location courte durée. Donc on a une espèce d'aspiration de ces biens, et au lieu de les rénover, un propriétaire peut avoir intérêt à le louer en courte durée plutôt que de le rénover. Donc c'est vraiment tout un panel, je dirais, de remarques
qui doivent se retrouver ou qu'on aimerait voir se retrouver dans la loi, qui permettrait de surtout lutter contre non pas l'allocation courte durée par le propriétaire dans sa résidence principale, mais vraiment, je dirais, l'industrialisation. Lorsqu'on voit des immeubles entiers qui ont été achetés avec ces objectifs-là, on est clairement, je dirais, presque dans la concurrence déloyale vis-à-vis de l'industrie de l'hôtellerie. Quand vous avez un immeuble avec une vingtaine d'appartements qui est géré de cette façon-là, ça n'a rien à voir avec les contraintes qui sont celles d'un hôtel de 20 chambres, qui doit avoir des contraintes, je dirais, de protection, d'accessibilité, de surveillance, de veilleurs de nuit. Et là, on n'est plus dans la location courte durée pour arrondir ses fins de mois. On est vraiment dans une industrie de la location courte durée avec des multi-investisseurs, et c'est vraiment ce sujet-là que l'on veut traiter plus particulièrement. Et cette idée de passer de 120 à 90 jours, vous voudriez que ça s'applique partout? On parlait tout à l'heure des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, mais dans votre esprit, Paris, Biarritz ou La Rochelle, même combat? Souvent, et dans les échanges que j'ai pu avoir avec les locations, on me dit que la régulation fonctionne assez bien dans les grandes villes, mais c'est vrai que les zones tendues, et notamment un décret va sortir normalement très prochainement sur les zones tendues, d'environ un peu plus de 3000 communes, là où on était à 1000 avant. Il y a aussi des choses qui peuvent être circonscrites à ces zones tendues, qui ont un vrai problème de logement, je pense aux zones littorales notamment, aux zones touristiques, à l'exclusion par exemple des gîtes ruraux qui n'ont pas vocation à rentrer dans ce périmètre-là, ou par exemple de la location saisonnière au ski, où on ne peut pas appliquer les mêmes contraintes sur ce type de logement. Xavier Demezois, ces mesures proposées par Christophe Plassard, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis assez sceptique sur une mesure qui est d'ailleurs, ça a été reconnu par votre auditeur. Il y a une mesure qui me semble un petit peu curieuse, c'est que on veut rabaisser de 120 jours à 90 jours la résidence principale en courte durée. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Puisqu'il s'agit de votre résidence principale, par définition, c'est là où vous habitez. Donc vous allez concevoir que là où vous habitez, vous n'allez pas le mettre en location à un étudiant, par exemple, puisque c'est précisément l'endroit où vous habitez. Donc que vous fassiez 120 jours, 90 jours ou 200 jours, ça ne menace pas le parc locatif des étudiants, je ne sais qui, puisque par définition, je le répète, il s'agit de la résidence principale qui ne peut être louée à un étudiant puisqu'elle est le siège de l'endroit où habite la famille. Donc, au contraire, et d'ailleurs ça a été soulevé par monsieur le député, c'est une somme qui vient à l'heure d'une inflation galopante participer à ce que les gens bénéficient de revenus complémentaires, là où l'État n'est pas en capacité de les donner par les impôts ou par les aides. Donc, ça permet à ces propriétaires, encore une fois, dans leur logement, de se faire un petit peu d'argent. Et surtout, à un an des Jeux Olympiques, j'aimerais quand même rappeler, et je pense que la mairie de Paris ne pourra répondre sur ce point, on attend 10 millions de personnes pendant les Jeux Olympiques. Ils vont dormir où les 10 millions de touristes? Il y a 300 000 chambres d'hôtel en région parisienne. Où ils vont dormir? Ils vont pas dormir dans des tentes. Ils vont pas dormir au camping à Paris. La ville de Paris et la France va être très contente que les Jeux Olympiques soient réussis grâce au soutien d'Airbnb. Donc, quelque part, c'est un petit peu hypocrite de d'un côté venir dénoncer Airbnb qui vient voler les logements de tout le monde, et de l'autre, on est bien content de réussir nos Jeux Olympiques et de participer au tourisme en France grâce au Airbnb. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis parti avec ma famille. On a fait une semaine. On était avec les enfants. Comme on voulait loger quelque part, on voulait pas aller au camping, ça nous intéressait pas. Quelle autre solution nous proposons? Nous proposait un hôtel avec 2 enfants en bas âge. C'était des prix qui étaient complètement affolants, qui n'étaient pas pratiques du tout. Il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait rien pour les enfants. On a pu louer une petite maison de vacances. Mais j'ai envie de vous dire, cette maison de vacances, ça fait 200 ans qu'elle est mise en location. Sauf qu'avant, on passait par les petits journaux, par le Minitel, par les petites annonces. Dans les stations balnéaires, la courte durée a toujours existé, bien avant Internet, bien avant Airbnb. Mais bien sûr. Et quelque part, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et les Jeux Olympiques ne dureront pas 120 jours. Et bien évidemment que l'apport que les résidences principales mises en location apporteront au parc hôtelier ne pose aucun problème, bien au contraire. Donc les deux sont compatibles, on ne peut pas les opposer. Que simplement, lorsque vous êtes résident principal dans un appartement ou une maison, a priori, vous prenez rarement plus de 90 jours de vacances par an. Donc je ne vois pas où le plafond des 90 jours est forcément, un frein, puisqu'a priori, assez rarement, vous partez plus de 90 jours par an de votre résidence principale, là où vous habitez, là où vos enfants sont scolarisés. Donc, et puis une fois de plus, c'est pas la mesure phare, c'est pas celle. En plus de ça, il y a des
il y a des contraintes fiscales, puisque les 120 jours correspondent aussi à une certaine définition de qu'est-ce que la résidence principale. Donc je ne suis pas certain, en plus de ça, que ce soit la mesure sur laquelle on arrivera le plus facilement à faire consensus. Comme vous l'évoquiez au départ, notre démarche elle est transpartisane et l'idée c'est de se dire que quand vous voyez le maire de Saint-Palot, quand vous voyez le maire de Biarritz, quand vous voyez le maire de La Rochelle, quand vous voyez l'île d'Oléron, on est sur des territoires où vous avez des élus marqués politiquement, d'autres qui ne le sont pas, il y a un vrai problème de logement. Et je pense qu'il ne faut pas concentrer la problématique de notre démarche et globalement d'une loi sur le logement qui est nécessaire, à mon avis, uniquement sur Paris et sur les grandes villes. Je veux dire, aujourd'hui, la tension sur le logement, c'est des gens qui travaillent à l'île d'Oléron et qui ne peuvent plus s'y loger. C'est aujourd'hui des populations qui migrent vers les littoraux. Je vous prends l'agglomération de Royan, vous avez 70 000 habitants, vous avez 70 000 logements. C'est-à-dire que vous avez en moyenne un logement sur deux qui est vide. Aujourd'hui, on a une vraie problématique avec les contraintes écologiques d'artificialisation des sols, avec le fait qu'on va être obligé de densifier un petit peu les constructions et que les gens n'arrivent plus à se loger. Mais je ne vous parle pas de tourisme là. Je vous parle de gens qui n'arrivent plus à se loger à l'endroit où ils travaillent ou à une distance, je dirais, raisonnable de l'endroit où ils travaillent. Or, on n'attaque pas le logement saisonnier. Je suis dans le département de Charente-Maritime, qui est le deuxième département touristique de France. Nous sommes dans un des pays leaders du tourisme dans le monde. Donc l'idée n'est absolument pas d'attaquer cette dynamique-là, bien au contraire. En revanche, demandez à un hôtelier ce qu'il pense lorsque lui, il a des contraintes réglementaires pour louer 24 chambres et que vous avez un immeuble entier qui est loué parce que des investisseurs l'ont acheté pour faire de la location courte durée et que ces locations sont faites dans des conditions, je dirais même de sécurité. Dans un hôtel avec 24 chambres, vous avez un veilleur de nuit. Dans un immeuble où vous avez 24 logements en courte durée, vous n'avez pas de veilleur de nuit. Donc il y a aussi... Il y a pas mal d'hôtels maintenant qui mettent des boîtes à clés à l'entrée, ça arrive aussi. Ah non, vous avez une obligation d'avoir un veilleur de nuit, vous avez une obligation de présence humaine pendant la nuit. Il y a des témoignages dans ce sens. Après, il y a des gens qui respectent pas la réglementation. Christophe Plassard, voilà. Xavier Demezois met le doigt sur une question importante tout de même. Le revenu des particuliers qui louent leurs biens sur Airbnb, il est estimé à 3 800 € par an. C'est en inflation, c'est bon à prendre. Si on durcit la réglementation, ce sera pour eux une perte de pouvoir d'achat. Non, parce que je pense que ces moyennes-là, il faut rentrer dans le détail des moyennes de revenus parce qu'elles sont très hétérogènes et parler d'une moyenne lorsqu'on rentre pas dans les détails ne veut pas dire grand-chose. Évidemment, quelqu'un qui va louer son bien 90 ou même 120 jours, si la réglementation ne change pas, ne verra pas son complément de revenu changer. Là où nous on veut travailler sur la partie plus fiscale, c'est qu'aujourd'hui vous avez des intérêts. Une niche fiscale qui peut aller jusqu'à 71% d'abattement fiscal sur les revenus de la location saisonnière, là où lorsque vous louez votre appartement à l'année, vous êtes à 30%. On veut simplement inverser la tendance. Il me semble à un moment donné, et il nous semble à un moment donné où le logement à l'année devient rare, et une fois de plus dans des zones, peut-être pas toutes, mais au moins dans les zones tendues, on va avoir plus de 3000 communes qui vont paraître dans le décret à venir, que dans ces zones-là, un propriétaire n'ait pas un bonus fiscal lorsqu'il loue en courte durée versus en longue durée. Il est pour nous normal d'inciter plutôt à la longue durée, ce qui ne veut pas dire du tout bloquer ce marché-là qui est nécessaire une fois de plus dans un pays orienté vers le tourisme. Christophe Plassard, député Horizon de Charente-Maritime, et Xavier Demezois, avocat spécialisé en droit de l'immobilier. On revient dans un instant pour poursuivre cet échange dans les débats de l'été sur Sud Radio. Pas de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staner. Airbnb prévoit d'accueillir 350 000 personnes durant les Jeux Olympiques et un Parisien sur 5 envisagerait de louer son logement pendant ces JO. Les locations de meublés touristiques font débat et pas seulement à Paris. Pour en parler dans les débats de l'été, nous sommes avec Xavier Demezois, avocat spécialisé en droit de l'immobilier, et Christophe Plassard, député Horizon de Charente-Maritime, et également avec Alexandre qui nous appelle de Limoges. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue dans les débats de l'été. Alors vous êtes concerné vous-même par ce débat autour d'Airbnb puisque vous louez un appartement, c'est bien ça ? Alors je loue plusieurs appartements, moi je suis multi-investisseur, donc je loue de tout. J'ai de la longue durée, j'ai des appartements meublés traditionnels en longue durée et j'ai des appartements en courte durée aussi. Et comment vous déterminez que tel appartement est mieux en longue durée et tel autre est mieux en courte durée ?
Ça va dépendre de l'emplacement, ça va dépendre de l'étage. Un appartement au rez-de-chaussée, par exemple, des gens en longue durée vont être gênés des nuisances de passage, alors que quelqu'un qui a des valises à porter, il va préférer être en rez-de-chaussée. Donc on dispatche un peu comme ça. À Limoges, vous n'êtes pas concerné par cette règle des 120 jours maximum par an Non, on n'est pas concerné pour l'instant, mais c'est inquiétant quand même parce qu'il n'y a aucune visibilité pour les investisseurs. Ça change tous les 4 matins les réglementations et c'est très pénible pour investir en fait. Donc il y a eu les DPE, après il y avait on passe professionnel, pas professionnel. C'est très très instable et très très insécure et je trouve, moi, que c'est plus l'encadrement légal, législatif qui fait qu'il y a beaucoup de propriétaires qui se détournent de l'investissement, qui ne proposent plus de biens en location. Parce que moi, il y a une question que j'ai envie de poser à monsieur le député. C'est, on parle de ce phénomène-là, mais ça représente combien de logements au final? Parce que moi, je me suis renseigné sur cette question et Airbnb, la location de courte durée, c'est 1% du parc. À Paris, ça monte à 3%. Mais là, on parle de problèmes de gens qui n'arrivent pas à se louer sur un épiphénomène qui prend peut-être un peu d'ampleur parce qu'on parle des JO. Mais concrètement, c'est pas la majorité des logements. Vous posez la question à Christophe Plassard, il vous répond. Christophe. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, la démarche que l'on a eue et que l'on a est de considérer que sur les sujets de logement, et notamment sur les sujets de logement longue durée, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut bouger. Et quand on regarde la location courte durée, il y a des choses, je parlais tout à l'heure de l'avantage fiscal, 71% versus 30%. Le diagnostic immobilier, effectivement, on peut en discuter parce qu'on sait que ça va poser des problèmes et c'est quelque chose sur lequel il va falloir revenir. Je pense aux bâtiments anciens qui vont être difficilement traitables. Mais on ne peut pas imaginer de laisser en l'état une loi qui, lorsqu'un bien ne peut plus être loué en longue durée parce qu'il ne respecte pas les diagnostics immobiliers, part sur la courte durée. Donc il y a quand même une évaporation de biens qui est constatée et à laquelle il faut répondre. On a bien un avantage fiscal, et là c'est pas une évolution permanente de la législation, puisque cet avantage fiscal, il remonte, si je dis pas de bêtises, je crois, aux années 70, à un moment donné où on avait besoin de logements, il avait fallu favoriser ces locations. Donc le fait d'aujourd'hui se mettre à jour d'un certain nombre de sujets pour favoriser la location longue durée, impacte en partie la courte durée. Mais une fois de plus, notre démarche, elle n'est pas de se battre contre la courte durée, et surtout pas dans un pays qui accueille les JO notamment, mais qui est un pays touristique. En revanche, il est quand même logique de se poser de temps en temps sur la question. Il n'y a pas eu de grande loi sur le logement depuis un moment. Il y a aussi des pratiques qu'il faut réglementer. Si monsieur est multipropriétaire et il le sait, et s'il est à Limoges, il sait qu'il y a une université. Je suis à Royan, je n'ai pas d'université. Lorsque j'ai cherché ma permanence parlementaire, je ne trouvais que des biens à louer de juin à septembre. Ce qu'on appelle des baux mobilité, qui sont normalement connectés, je dirais, à un usage spécifique, comme celui d'un étudiant ou celui d'un chantier, où on accepte de déroger à la loi générale pour louer sur des périodes plus courtes, 9 mois par exemple, parce qu'un étudiant va être présent 9 mois dans une ville. Aujourd'hui, est-ce qu'il est normal dans des villes comme Royan ou même sur la Charente-Maritime en général, où on a du mal à trouver du logement à l'année, que ces baux mobilité soient présents partout, alors qu'il n'y a pas de fac à Royan et que donc il n'y a pas d'étudiants à Royan? Qu'on m'explique pourquoi aujourd'hui tous les logements sont loués comme ça. Pourquoi aujourd'hui le congé pour vente, qui est un droit mais absolu, je veux dire, un propriétaire qui souhaite donner congé à son locataire pour vendre son bien parce qu'il veut en disposer, qu'il a besoin de le vendre, pourquoi cette pratique n'est pas contrôlée et qu'on trouve un certain nombre, et je ne dis pas que c'est la majorité, mais qu'on trouve un certain nombre de biens où le locataire reçoit un congé pour vente pour récupérer le bien, alors que le bien, quand on regarde quelques semaines après, il se retrouve sur une plateforme en location. Xavier Demezois, qu'est-ce que vous répondez à Alexandre qui met d'abord en avant cette insécurité juridique quelque part? Voilà, et j'ai voté, juste pour compléter, Monsieur Plassard, on donne la parole à Xavier Demezois. Il nous reste j'ai voté la loi contre le squat, donc au contraire, je pense qu'il faut aussi défendre les propriétaires. Oui, Xavier Demezois. Je rejoins monsieur le député sur ce point. Personne ne se pose la question pourquoi est-ce que l'essor de la courte durée a explosé en France. C'est pas pour les JO, ça existe depuis 2016 l'explosion. C'est parce que moi je le vois à mon cabinet, j'ai défendu 600, 700 personnes. C'est toujours la même histoire qui revient. Les gens font pas ça spécialement pour l'argent. Les gens ils font ça parce que ils sont déçus de la location de longue durée. Ils sont déçus du manque d'accompagnement juridique et de la justice. Quand vous avez un locataire qui ne paye plus son loyer,
qu'il vous faut 2 ou 3 ans pour obtenir une expulsion, que vous ne revoyez jamais la couleur de votre argent, que vous retrouvez votre appartement dans un état pas possible de dégradation et que Airbnb vient vous voir en vous disant écoutez monsieur, vous allez gagner plus d'argent, vous n'aurez plus de problème de désordre, vous n'aurez plus de période de problème de squat, de gens qui ne partent pas ou d'impayés. Les gens, ils ont une réaction de bon père de famille. Ils se sont dit, mais c'est formidable ce système. En plus, je pourrais récupérer mon bien quand je le veux. J'aurais pas à respecter des congés pas possibles 6 mois avant pour vendre, pour je ne sais quoi. Il faut aussi écouter les propriétaires. Et je suis sûr que votre auditeur de Limoges fait partie de ces gens-là. Il va vous expliquer après moi que la courte durée apporte beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et ce n'est pas que financier. C'est aussi pour monsieur de Limoges d'avoir un appartement qui reste en bon état, qui n'est pas saccagé, qui n'est pas détérioré avec des mauvais locataires. On arrive à la fin de ce débat. Xavier Demezois, est-il juste de dire qu'on est beaucoup moins taxé sur les loyers Airbnb que sur les revenus d'une location dite normale ? Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je considère que la location de courte durée a son propre dispositif fiscal encourageant et s'il a été mis en place, c'est pour les raisons qui appartiennent à ce dispositif et je considère que l'État avait aussi un intérêt à développer le secteur touristique. Et je dirais pour terminer qu'Airbnb a reversé en 2022 148 millions d'euros de taxes de séjour aux villes de l'Hexagone. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange dans les débats de l'été. Dans un instant après les infos de 13h, je serai avec Mario Baravecchia. Il était finaliste de la Starac en 2001. Il se raconte aujourd'hui dans un livre intitulé « Mon père, ma bataille ». À tout de suite. Et Sud Radio, midi 13h30, Thierry Stanner. Bonjour Mario Baravecchia. Bonjour. En 2001, Bonjour. je le disais, vous étiez l'un des 2 premiers finalistes de la Star Academy face à Jennifer, qui a finalement remporté la victoire. Aujourd'hui, vous venez de publier un livre intitulé « Mon père, ma bataille », consacré au combat de votre père atteint de la maladie de Charcot et que vous avez aidé à mourir en 2009. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de raconter ce combat ? Mais d'abord, merci de m'accueillir dans votre émission et de me laisser parler de cette histoire, qui est une histoire assez tragique, mais en même temps, c'était une libération pour moi d'écrire ce livre. Il m'a fallu un peu de temps, effectivement. Quand on est confronté à ce genre de maladie qu'on ne connaît pas, au début, on ne sait pas ce que c'est, la maladie de Charcot, on l'apprend forcément au fur et à mesure du temps. C'était compliqué pour moi de savoir comment rendre hommage à mon père, en fait. Voilà. Et pour vous dire la vérité, les années qui ont suivi le décès de mon papa ont été assez compliquées à digérer, compliquées à comprendre, forcément, puisque mon père avait toujours été à mes côtés dans mes débuts, puisqu'il a été mon premier producteur et mon premier manager lorsque j'avais 14 ans en Belgique. Et c'est lui qui a fait en sorte de me pousser vers la chanson, vers la musique. Et mon père, effectivement, a été atteint de la maladie de Charcot, mais son frère en est mort aussi l'année d'avant. Et son cousin Germain, en Italie, a été aussi atteint de cette maladie en 2008. Donc c'est une maladie qui a touché vraiment un noyau de ma famille, qui est dans cette tragédie, c'était une sorte de maladie d'ailleurs dite héréditaire. Voilà. Il y a plusieurs sortes de gènes, il y a plusieurs sortes de maladie de Charcot et forcément quand on apprend que elle peut toucher votre famille, vos enfants, etc., c'est compliqué à digérer. Dans le cas de votre père, comment a-t-il été diagnostiqué ? En fait, nous étions en Sicile pour l'enterrement de son frère au mois de janvier 2009. Et après la cérémonie, donc nous avons déjeuné et j'ai vu que mon père avait une gêne pour se nourrir, pour manger, pour avaler. Et donc je lui ai dit, écoute papa, tu n'es pas comme d'habitude. Et il m'a dit, effectivement, j'ai une gêne quand j'avale les aliments. Et je lui ai dit, écoute, va en rentrant en Belgique, parce qu'il habite en Belgique, faire des analyses. C'est certainement la thyroïde. Voilà, comme il y avait plusieurs personnes de la famille qui avaient des problèmes de thyroïde, je pensais à ça. Et effectivement, en allant faire des examens, quelques temps après, il m'a appelé en me disant que on lui avait diagnostiqué la maladie de Charcot. Et rappelons qu'il n'existe pas de traitement contre cette maladie. Quelles ont été les étapes dans lesquelles vous avez pu accompagner votre père ? Est-ce que son état, du coup, s'est dégradé très rapidement ?
Oui, il faut savoir que la maladie de Charcot, c'est une maladie malheureusement incurable. Il n'y a toujours pas de traitement aujourd'hui, même si on a l'espoir d'avoir sur certains gènes quelques évolutions, on va dire, mais il n'y a pas de traitement. Et lorsqu'on vous annonce que vous avez la maladie de Charcot, vous savez que entre les 6 mois et les 5 ans qui vont passer, vous allez mourir. Donc c'est vraiment une annonce horrible quand on vous annonce ça. Quand mon père me l'a annoncé, j'étais en studio, donc forcément il y a le monde qui s'écroule autour de vous, et en même temps vous revenez à vos esprits et vous dites à votre père, écoute papa, c'est certainement une erreur, on va faire une contre-visite ailleurs. Donc je l'ai amené à Paris à la Salpêtrière chez un professeur qui malheureusement a fait le même diagnostic qu'au CHU de Liège. Et donc là, la nouvelle est terrible parce que vous êtes avec votre père, vous êtes dans ce cabinet médical avec le professeur qui vous regarde et qui vous annonce ça assez froidement d'ailleurs, sans mettre de gants. Et c'est compliqué. Et après, malheureusement, effectivement, ça a été très rapidement. Nous sommes rentrés chez moi en Bourgogne avec mon père ce jour-là. Et lorsqu'il mangeait, il avait de plus en plus de mal. Et puis, forcément, les semaines qui ont suivi ont eu une évolution très rapide. Donc, il ne pouvait plus manger. 1 mois et demi après, 2 mois après, il fallait lui donner de la nourriture en mixée, voilà, pour qu'il puisse l'avaler. Et ensuite, ce sont la perte de ses nerfs, des muscles qui commencent à s'atrophier. Donc, il ne peut plus utiliser ses mains correctement, ses bras, puis ses jambes. Et puis, malheureusement, on finit dans un lit d'hôpital avec une machine qui vous aide à respirer. Et justement, votre père ne voulait pas finir ses jours à l'hôpital, il voulait rester à la maison. Et arrive l'idée de l'euthanasie ou du suicide assisté. De quelle manière votre père vous présente cette idée ? En fait, moi, j'habite à Beaune en Bourgogne depuis une vingtaine d'années. Mon père étant à Liège, je profitais à chaque fois de mon départ pour lui dire, écoute papa, quand je reviens, on fera ce que tu demandes. C'était une façon pour moi d'éloigner un peu la procédure, parce que effectivement c'était un dilemme. D'un côté, j'avais envie de respecter la parole de mon père parce qu'il souffrait, et de le faire partir comme il le souhaitait. Et d'un autre côté, je voulais garder mon père le plus longtemps possible avec moi. Quand on est adolescent, parfois on a des réactions qui sont un peu forte avec nos parents, et c'est vrai que mon père, pendant 2 ans, je m'étais un peu éloigné de lui, et donc je regrette un peu ce moment-là. Donc je me dis, gardons-le un peu plus vers nous, et peut-être qu'il y a un miracle. Quand votre père est condamné, on espère toujours qu'il y a un miracle. Et forcément, il m'avait toujours dit, de toute façon, depuis mon plus jeune âge, je me rappelle que mon père me disait que si un jour il devait terminer comme un légume avec une machine qu'il devait respirer, qu'il fallait débrancher cette machine. Et quand le jour fatidique est arrivé et que le médecin de famille est là et me regarde et me dit, écoute Mario, c'est le moment, parce que il n'y a plus d'espoir, ton papa là est dans un coma, et même si on ne le voit pas, il souffre, voilà. Et il faut qu'on fasse l'injection, et donc je lui ai dit, là, écoute, avant de faire l'injection, j'aimerais débrancher la machine, puisque c'est ce que mon père souhaitait. Et donc j'ai débranché cette machine, et puis il a eu l'injection, et voilà comment ça s'est terminé. Et après avoir débranché la machine, vous racontez qu'il a repris une respiration naturelle. Oui, c'est ça qui était incroyable, parce que il a attendu que toutes ses familles sortent de la pièce. Quand j'ai débranché la machine, il s'est remis à respirer, alors que forcément il ne pouvait pas respirer sans cette machine. Le médecin m'avait dit que c'était certainement une réaction du corps et que ça allait durer quelques minutes, maximum un quart d'heure. Mais ça a duré facile 2 ou 3 heures. Et finalement, c'est quand tout le monde est parti de la maison, je restais seul avec lui, en face de lui, dans ce petit salon, qu'il a fait ce dernier souffle.
Voilà, et qu'il est parti. Votre père vivait en Belgique, vous le disiez, en Belgique où l'assistance à la fin de vie est légale. Quelles étaient les démarches, quel rôle vous aviez, vous, son fils, dans ce parcours ? En fait, mon père avait décidé lui seul de partir déjà, donc je n'avais pas un grand rôle à jouer au niveau légal, si vous voulez. Il avait exprimé sa volonté clairement. Voilà, oui. Voilà. Sauf qu'il n'avait pas signé les documents à l'époque, et donc forcément, c'était à moi de le faire. C'était à moi de le faire. Et je connaissais le médecin traitant puisque c'était le médecin qui m'avait suivi depuis mon plus jeune âge aussi, donc c'est un ami et il comprenait ma difficulté, la difficulté que j'avais. Et avec le recul aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais dû le faire bien avant, parce que mon père a souffert, il a souffert énormément. Et c'était un peu égoïste d'ailleurs de ma part, hein, parce que j'ai voulu le garder près de moi en me disant que peut-être un miracle allait se produire. Au fond, je savais que le miracle n'allait pas se produire, mais c'est compliqué comme décision. C'est pour ça que je suis pour la fin de vie, assistée, d'une manière, on va dire, d'une manière saine. Parce qu'il ne faut pas tomber dans les dérives forcément, mais dans ce genre de cas, dans ce genre de maladie incurable, nous n'avons pas le droit de prendre la décision à la place de celui qui souffre. Oui. Et si celui qui souffre sait qu'il est condamné, il doit alors pouvoir prendre la décision de partir tranquillement comme il le souhaite. En France, le gouvernement prépare justement un projet de loi sur la fin de vie qui devrait instaurer une aide active à mourir. Ça sera présenté normalement au mois de septembre. Les termes d'euthanasie et de suicide assisté ne figureront pas dans ce texte qui est en préparation. Qu'auriez-vous envie de dire à la ministre en charge de ce texte, Agnès Firmin-Lebaudot ? Que j'ai rencontré d'ailleurs, la ministre Firmin-Lebaudot il y a 2 mois lors d'un événement avec l'association ARSLA dont je suis ambassadeur qui lutte contre la maladie de Charcot. Oui. J'ai eu une belle discussion avec elle et que je reverrai forcément très prochainement. Je comprends que le mot euthanasie n'est pas adapté et peut choquer certaines personnes. Il me choque moi aussi. Le mot euthanasie n'est pas adapté pour ce type de fin de vie. Hein. Et suicide non plus ? Le mot suicide non plus, je le comprends. Oui. Je le comprends parce que ce n'est pas un suicide. C'est la décision d'un être humain qui souffre et qui sait qu'il va mourir, de pouvoir prendre la décision de partir dignement, sans tomber dans les dérives horribles qu'une maladie comme la maladie de Charcot ou d'autres d'ailleurs peut emmener le patient. Si le patient sait qu'il est condamné, que dans 3 mois ou 6 mois ou 1 an, il va forcément mourir, pourquoi ne pas l'autoriser à réunir sa famille, les gens qu'il aime et de lui permettre de dire adieu à ceux qu'il aime. Voilà. Donc forcément, le mot approprié, je ne sais pas quel est le mot approprié pour cette loi, mais en tout cas, il faut absolument qu'il y ait une loi qui autorise le patient à pouvoir mettre fin à ses jours dans la dignité. Dans la dignité, exactement. Et vous racontez ce parcours, ce combat dans ce livre, Mon père, ma bataille. Mario, parlons un peu de vous et de la musique. On se souvient que vous étiez finaliste de la Star Academy en 2001 face à Jennifer. Tout à fait. Votre duo avec Jennifer, Mario, c'est elle qui remportera finalement la finale. Vos relations avec Jennifer sont restées bonnes ? Oui, elles sont restées cordiales. On s'est revus pour les 20 ans de la Starac sur TF1 il y a presque 2 ans. Nous avons passé un super moment. C'était une émission exceptionnelle qu'il fallait faire, je pense. Et je garderai un souvenir merveilleux de cette aventure Star Academy parce qu'elle a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Alors après la Star Academy, vous confessez avoir eu un passage à vide. Vous avez un peu pété les plombs, vous aviez empoché une grosse somme d'argent et puis vous avez tout claqué. C'est le piège de la télé-réalité ?
Non, vous savez, j'avais 24 ans à l'époque, lorsque votre maison de disques, Universal Music et TF1 vous font des avances artistiques. À l'époque, il y en avait beaucoup. Donc forcément, vous qui n'aviez pas beaucoup de sous quand vous êtes arrivé à Paris, que vous recevez des sommes assez importantes, on pète les plombs gentiment. Hein. Mais c'est vrai que je me suis amusé avec mes amis, je suis sorti beaucoup, et je ne l'aurais pas fait aujourd'hui à mes 46 ans en tant que père de famille, mais c'est bien de l'avoir fait, parce que c'est pas un regret du tout. Il fallait le faire d'ailleurs, pour que je puisse aujourd'hui comprendre que c'est la vie, tout simplement, et que il y a des étapes qui servent à certaines choses, et l'étape de mes 24, 28, 29 ans m'ont permis de construire aujourd'hui l'homme que je suis. Bien sûr. Alors aujourd'hui, vous êtes en Bourgogne, vous êtes dans l'immobilier, vous avez une agence immobilière, mais la musique fait toujours partie de votre vie. Tout à fait. Moi, je le dis, j'ai arrêté la musique en 2010, et suite aussi au décès de mon père. J'ai eu un divorce, j'ai eu le décès de mon père. Donc c'était une période très particulière, et j'étais au plus bas de ma forme, on va dire, physique et aussi productive. Mais vous vous y êtes remis. Et effectivement, j'ai décidé de développer des affaires pour la sécurité de ma famille à l'époque. Et d'ailleurs, avec le recul, j'ai vraiment bien fait, parce qu'il y avait aussi la crise du disque. Le disque a connu vraiment une période très très compliquée. Et donc, il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et je suis content que la vie m'ait mis sur ce chemin, parce qu'aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je n'ai pas besoin de la musique pour vivre ma vie. Et l'album que je suis en train de faire, d'ailleurs, je le fais sans aucune pression, je le fais en toute liberté, avec la vraie passion que j'avais à l'époque d'ailleurs, sans me demander si telle radio ou telle radio va le passer. Oui. En quelque sorte, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais ça me fera plaisir forcément. Mais je vais le faire avec mon cœur, je le fais pour mes enfants qui me le demandent depuis quelques années, et ce sera vraiment un album très très personnel, avec lequel je vais dire ce que je pense. Ouais, écoutez, on va entendre un extrait du titre que vous avez sorti il y a 1 an qui sera sur cet album. Avant que ton cœur se noue quand tu y penses, seul dans le silence, au bout du monde, avant que Venise lentement ne s'enlise et que tu ne lâches l'éclat pour l'ombre. Ça s'appelle Là où tu cours. Mario Baravecchia, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans les débats de l'été sur Sud Radio. Votre livre Mon père, ma bataille, c'est chez Prisma Édition, et la photo sur la couverture, je le précise, c'est Nikos Aliagas qui l'a prise. Que j'embrasse fort. Voilà. Et je précise aussi, si je peux me permettre, que les recettes seront reversées à l'association ARSLA, dont je suis ambassadeur, c'est très important. Merci beaucoup Mario, très bonne journée à vous du côté de la Bourgogne. Dans un instant, ce sera Jacques Pessis. Et pour commencer, c'est Passion France avec Christophe Jiquel. On se retrouve demain à partir de midi. Salut, bye.